Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications. Une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a été reçue ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale. La délégation conduite par Tito Ndombi est venue déposer le rapport annuel des activités de cette institution d'appui à la démocratie. À en croire le président du CESAC, ce rapport rend compte des activités de régulation du CESAC pendant l'année 2021, les gestions administratives et financières, ainsi que les défis auxquels cette institution doit faire face. Les textes qui organisent le fonctionnement de notre institution, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, nous demandent de déposer périodiquement le rapport de nos activités au Parlement. Cela veut dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici rencontrer le président de l'Assemblée nationale à qui nous avons remis notre rapport d'activité. Le fait que le législateur congolais estime que la liberté d'expression et de la presse constitue l'un des droits fondamentaux des citoyens, le CESAC a pour mission d'assurer la protection et la promotion de la liberté de la presse. Le législateur congolais estime que la liberté d'expression et, par ricochet, la liberté de la presse constitue l'un des droits fondamentaux et inaliénables des citoyens congolais. Et le CESAC, justement, a pour mission d'assurer la protection et la promotion de la liberté de la presse. Avec l'apparition des nouveaux médias et la mutation vers le numérique, la tâche devient plus complexe et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication doit être à mesure d'accompagner la presse, les professionnels des médias et des institutions de la République démocratique du Congo. Quand vous observez le paysage médiatique congolais, il y a peut-être plus de 600 titres de journaux autorisés à paraître, peut-être autant de stations de radio, autant de chaînes de télévision. Et aujourd'hui, avec l'apparition des médias en ligne, dont le nombre ne cesse de croître, ajouter à cela la mutation vers la télévision numérique, cela veut dire que la tâche devient de plus en plus complexe. Pour y parvenir, Tito Ndombi suggère qu'on renforce l'opérationnalité du CESAC et son rayonnement dans les provinces. Il faut nécessairement que le CESAC soit en mesure d'accompagner la presse, d'accompagner les professionnels des médias, mais d'accompagner les institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, a été réceptif à ce plaidoyer et a promis de le soumettre aux institutions compétentes. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a lancé ce jeudi 10 mars 2022 les travaux du sous-groupe du travail sur les droits de l'homme et la protection des civils pour les retraits progressifs de la MONUSCO en RDC. Rose Mutombo Kiese dit se réjouir de ces lancements et invite les experts commis pour ces travaux à plus d'assiduité et de sérieux. J'en profite vraiment pour encourager nos experts pour qu'au moment opportun, nous ayons les conclusions de notre sous-commission. Et je les invite à beaucoup d'assiduité et de sérieux dans le travail pour que ce groupe puisse refléter réellement et atteindre les objectifs qu'on nous a assignés par la grande plénière. Les résolutions de ces travaux serviront la RDC et sa partenaire la MONUSCO de bien mener le processus de retrait progressif des casques bleus en RDC, a indiqué Rose Mutombo Kiese. J'ose croire que les travaux qui seront entrepris durant les différentes rencontres pourront aider la République démocratique du Congo et notre partenaire à pouvoir effectivement atteindre les engagements totaux tels que prévus par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Présent à cette activité,
Les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations et de la protection, a déclaré que ces travaux sont la matérialisation du plan de transition signé entre juin et juillet 2021 par le gouvernement congolais et les Nations Unies. Comme vous le savez, Madame la Ministre, le plan de transition de la MONUSCO a été élaboré dans la perspective d'un transfert progressif des tâches de la mission au gouvernement de la République démocratique du Congo avec le soutien de toute l'équipe pays des Nations Unies ici présente. Le sous-groupe sur les droits de l'homme et la protection des civils fait partie des 3 sous-groupes qui composent le plan de transition validé en septembre 2021 par le Conseil de sécurité. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a reçu ce mercredi 9 mars 2 délégations des membres de la Fédération internationale pour les droits humains, FIDH, et la délégation de l'équipe d'experts internationaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Avec les membres de la FIDH, les échanges ont tourné autour de la lutte contre l'impunité. La FIDH plaide pour l'amélioration des conditions des magistrats, gage d'un suivi efficace de la lutte contre ce fléau. Nous sommes venus rencontrer Madame la ministre pour exposer sur la question de la lutte contre l'impunité pour que la République démocratique du Congo puisse prendre les mesures nécessaires pour que les procédures soient engagées ou que les procédures avancent et surtout que l'appareil judiciaire, son fonctionnement soit amélioré par l'amélioration des conditions de travail des magistrats et également le recrutement des magistrats. La question liée à la protection des défenseurs des droits de l'homme a également été passée en revue par Rose Mutombo et Traoré Drissa. Nous estimons que c'est une loi importante qui va permettre aux défenseurs de mieux faire leur travail et nous avons souhaité l'implication du gouvernement dans le processus législatif concernant cette proposition de loi. Nous avons également exhorté Madame la ministre et l'ensemble du gouvernement à mener une coordination dans le cadre de la justice transitionnelle pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs, des parties prenantes puissent avoir une bonne coordination pour que l'efficacité puisse être au rendez-vous et que les victimes puissent avoir satisfaction. Quant à la délégation d'experts internationaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, conduite par son président Bakre Ouali Ndiaye, il a été question de la mise en place du processus de la justice transitionnelle. Comment nous pouvons assister la République démocratique du Congo dans la conception et le fonctionnement extrêmement complexe d'un processus de justice de transition dont le pays a fait sa priorité et pour lequel il a demandé l'assistance des Nations Unies, en particulier du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Comme son mandat a été élargi à l'ensemble de la République démocratique du Congo l'année dernière, la délégation est venue auprès de Rose Mutombo Kiese pour s'imprégner des différentes réalités que ce processus devra prendre en compte, y compris comment faire un processus de réconciliation, de justice transitionnelle, de prévention de la répétition des crimes qui ont été commis, des réparations et d'assistance aux victimes, en même temps que le conflit n'est pas terminé et que la justice civile n'est pas encore installée dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Une délégation de Médecins sans frontières a été reçue ce jeudi par le ministre des Droits humains. Cette délégation, qui était conduite par Anne-Marie Boël-Dieu, représentant pays du MSF RDC, est venue solliciter l'implication du ministre Albert Fabrice Puela pour la délivrance de l'aide humanitaire pour que les droits de malades à l'est de la RDC soient respectés. Les conditions qui deviennent de plus en plus difficiles pour délivrer l'assistance humanitaire pour tous les acteurs présents sur le terrain. Et l'idée était d'avoir un cadre d'échange pour faire remonter les différentes problématiques auxquelles sont régulièrement et quotidiennement confrontés les acteurs humanitaires. L'Est de la RDC étant sous l'emprise des forces négatives de groupes armés, rebelles et autres mouvements de guerre, le droit humanitaire doit s'appliquer. Le MSF en appelle à la protection de personnes soignantes. Dans la configuration particulière que connaît la RDC, et plus particulièrement l'Est de la RDC, qui est une zone de conflit, et donc où le droit international humanitaire s'applique,
Il est important pour nous que la protection de la mission médicale soit assurée, que le respect donc existe envers la mission médicale qui comprend le respect des structures de santé qui ne devraient pas être ni attaquées ni pillées, le respect des patients qui ont le droit de bénéficier de soins sans craindre d'arrestation ou d'exécution, et le respect de tous les personnels de santé qui sont présents sur les terrains, qui œuvrent conformément à la déontologie médicale. Le ministre Albert Fabrice Pouela a promis de faire de son mieux pour que cette demande trouve un écho favorable. Nous avons appris tous, tant par de médias que les réseaux sociaux, que le tribunal fédéral de New York, de la région de New York, a décidé de saisir les avoirs des diplomates de notre ambassade aux États-Unis, prétexte pris qu'une société américaine, MCR, aurait pris un engagement de type commercial avec la Société nationale d'électricité, où l'État congolais est l'unique actionnaire, et que à l'issue de ces litiges où la SNEL n'aurait pas répondu à ses obligations, eh bien, on est arrivé, ce tribunal a décidé de pouvoir saisir les avoirs des ambassadeurs. On me dit, j'ai appris, j'ai suivi à travers les ondes les ambassadeurs l'ambassadeur dire que même ces biens privés et des autres agents de l'ambassade leurs comptes ont été saisis. En effet, cette question soulève trois problématiques. La première problématique, c'est celle relative à la saisissabilité ou non des biens des diplomates ou des ambassades. La deuxième question est celle de savoir l'État en tant qu'actionnaire unique de la SNEL, qui a bien sûr une personnalité juridique distincte, peut-il répondre intuitu personae des obligations de la SNEL en dehors de la SNEL? Cette question, je voudrais qu'elle soit précise. Ça veut dire, l'actionnaire, en tant qu'individu, unique soit-il, ces biens sont-ils confondables aux biens de la société dont il a de part ou des actions, ou au sein de laquelle il a des parts ou des actions? Ça, c'est la deuxième problématique. La troisième, les biens de la SNEL sont-ils couverts d'immunité? Peuvent-ils faire objet de saisie? Voilà les trois questions que j'ai appelées problématiques, qui peut se poser avec acuité tant sur le plan scientifique que sur le plan de relations diplomatiques. Cela veut dire que dans les relations diplomatiques, il existe ce qu'on appelle les immunités d'exécution. Et les immunités d'exécution ont une base légale. C'est d'abord l'article 22, alinéa 3 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, qui est entrée en vigueur le 24 avril 1964. La RDC est partie prenante autant que les États-Unis. À travers l'article 22 de cette Convention de Vienne, il est clairement dit que les biens des diplomates ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, même leurs locaux, d'aucune perquisition, pas plus que ces biens ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée. Et l'article 31 de la même Convention de Vienne étend les immunités d'exécution jusqu'aux biens privés des ambassadeurs.
ou des diplomates. En effet, nous devons reconnaître que dans la philosophie initiale du législateur, de ceux qui ont mis en vigueur cette convention de Vienne des Nations Unies, eh bien, ils ont voulu que le principe de l'égalité souveraine des États soit respecté. Parce que nous allons du postulat que les États sont égaux entre eux, leurs biens ainsi que les biens de leurs ambassades, leurs représentations, ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie, ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution. Voilà en bref ce qu'on peut dire sur la question des immunités d'exécution dont les diplomates sont bénéficiaires. Remplaçons X par sa valeur. La question fondamentale. Peut-on saisir les biens des diplomates congolais aux États-Unis sans examiner les détails sur les litiges? La réponse est non, en vertu de la Convention, l'article 22, alinéa 3 de la Convention de Vienne de 1961. Les États-Unis sont partis de cette convention. La RDC également est partie de cette convention. La deuxième problématique. Le litige oppose une société américaine à une société congolaise, la Société nationale d'électricité, société anonyme, dont l'État est actionnaire unique. La question fondamentale, peut-on saisir les biens de l'État congolais, prétexte pris que le même État est actionnaire unique au sein de la SNEL? Autrement dit, la question est celle de savoir, est-ce que les biens d'une société appartiennent à la société ou appartiennent à l'actionnaire ou aux actionnaires? La réponse à cette question est claire. Les biens d'une société appartiennent à la société. Pas parce que vous avez des actions au sein d'une société que tous ces biens-là vous appartiennent, encore qu'il s'agit d'une société de capitaux. Les actions ou les parts, c'est-à-dire les dividendes qui peuvent sortir de cette société, appartiennent aux actionnaires ou à l'actionnaire. Mais les biens, en fait, constituent une individualité à part entière, on pouvait dire entièrement à part, que l'actionnaire. Il a été ainsi jugé par la Cour commune des justices et d'arbitrage à travers plusieurs arrêts de la distinction qui existe entre l'actionnaire et la société. Il existe une distinction. Et donc, l'on ne peut pas inférer le tribunal de New York, de la région de New York, tribunal fédéral, ne peut pas décider, ou plutôt mener une confusion, le terme est approprié, c'est-à-dire prendre l'un pour l'autre, les biens de la SNEL, qui est une société avec une personnalité juridique distincte, et les biens de l'État congolais également qui a une autre personnalité juridique distincte. Non, on ne peut pas confondre les biens. La question serait aperçue autrement si la SNEL n'était pas dotée d'une personnalité juridique distincte. C'était un organisme non individualisé, la question serait traitée autrement. Mais dès lors que la SNEL a une personnalité juridique et que l'État congolais également, quoique étant actionnaire unique, distinction étant faite entre les biens, les droits de l'actionnaire et ceux de la société, encore qu'il s'agit d'une société de capitaux, eh bien, une confusion n'est pas possible entre ces biens et entre les biens de l'État et les biens de la société SNEL.
À l'occasion de la Journée internationale de la liberté des droits des femmes, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a organisé une journée de réflexion à l'intention de ses magistrates femmes sous le thème « Quid de l'autonomisation de la femme et des sexes dans la magistrature congolaise ». Tout au long de cette activité, ces magistrats ont réfléchi et débattu sur l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, les liens entre les femmes magistrats et l'autonomisation, comment promouvoir l'autonomisation des femmes dans la magistrature, ainsi que l'impact environnemental du réchauffement climatique sur les femmes. Ces femmes magistrates du TGI Gombe n'ont pas été abandonnées seules. Elles se sont vues être accompagnées par leurs collègues hommes, dont le président Pierrot Bakenge Mvita, qui a rassuré ses collaboratrices de la confiance qu'elle a toujours placée en elles. Je voudrais donc professer ma foi en vous en tant que femme. Je crois fermement à la capacité de la femme de faire quelque chose, de faire avancer non seulement sa famille, mais aussi la nation. J'ai connu dans mon cursus professionnel 2 femmes comme chef. Et je vous avoue que je n'ai jamais été déçu, ni par leurs prestations, ni par la manière de gérer la juridiction, donc par leur leadership. Parce que gérer une juridiction, il faut en avoir le leadership qu'il faut. Et les 2 dames que j'ai connues, Maman Sensel et Maman Nima, pour ne pas les citer, m'ont marqué très positivement. Alors c'est pour cela que je crois en vous. Et c'est là, comme vous l'avez bien souligné, c'est traduit par la manière que je vous traite. Le président du TGI Gombe les a par ailleurs invités à plus de responsabilités. Mais aujourd'hui, je voudrais vous inviter à une chose. Pas seulement vous, en tant que dame qui officie dans cette juridiction, mais aussi toutes les femmes. C'est de faire montre de responsabilité, de respect pour votre personne. Pour consolider cette autonomisation effective, ces femmes ont fait un plaidoyer pour que le gouvernement prenne en compte l'aspect genre dans la prise des décisions. La question de la célébration de la journée du 8 mars dans ces thématiques relatives à la lutte contre le réchauffement climatique et l'égalité des sexes pour un avenir durable. Cette dimension a été saluée par les femmes du Parti épris des innovations pour un Congo meilleur, PICM, qui a la présidence des Xavier Amundala. À cette occasion, cette structure œuvrant au sein du PICM a pu réunir des centaines de femmes dans la salle de fête Félicité, située sur avenue Kanda-Kanda dans la commune de Kassavou. Pour mieux célébrer la fête internationale de la femme, dans son mot, Madame Marie-France Zaina a mis un accent particulier sur toutes les préoccupations liées à cette journée. PICM, c'est un parti politique qui a tissé son réseau dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. L'une des femmes des staffs dirigeants de la dite structure donne ses impressions. Considérant à sa plus juste valeur la méritocratie de la femme, cette opportunité nous permet de lancer un appel pressant et vibrant aux femmes qui sont encore en veilleuse de se mettre debout afin que nous puissions ensemble défendre les intérêts de la femme, du genre et de l'égalité des sexes pour un pays toujours plus beau et toujours plus meilleur. La journée du 8 mars devrait être une occasion rêvée pour discuter, conscientiser et moraliser la société afin de décourager la pratique des discriminations de la femme et des injustices basées sur le genre. Nous sommes dans le mois de la femme. J'encourage beaucoup les femmes de journal télévisé des droits humains. Vraiment, je demanderai
à toutes les femmes congolaises de ne pas se distraire tout simplement en cherchant des pagnes et fêter ces jours-là. Mais ils doivent maintenant raisonner comment se faire une dame responsable, parce que vous savez que non, même le président de la République, il cherche à ce que les femmes congolaises puissent aussi être élevées au rang des autorités, des grandes autorités de ce pays. Alors c'est ainsi que j'encourage toutes les femmes. Je les invite à une méditation, parce que réussir, c'est ce que l'homme lui-même veut. C'est ce que, quand je parle de l'homme, je parle de tout le monde, y compris la femme. Donc, ce que vous projetez être demain, c'est ce que vous serez. Les familles Moba, Tanfumu, Massimu, Apota, Motulu, Barwani et la famille Loussala ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur grand-père, beau-père, père et frère, Moba Tanfumu Filbert, décès survenu le jeudi 3 mars 2022. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 11 mars 2022, veillée mortuaire dans la résidence familiale, 6 au numéro 117 de l'avenue Nyangara, entre Sayo et Birmanie, dans la commune de Ngiringiri. Samedi 12 mars 2022, levée du corps, suivi de l'exposition à l'hôpital du Cinquantenaire. L'enterrement aura lieu le même samedi au cimetière Kimberley, dans la province du Congo central. Ce communiqué tient lieu de faire part. Voici le trophée M. Salou pour honorer cette femme. Oui, aujourd'hui je suis MTK Salou, femme d'honneur. Oui, aujourd'hui la société m'honore. Mais personne ne sait par quoi je suis passée pour en arriver là. Personne ne connaît mon parcours, à part lui, mon mari. Notre arrivée en ville, que de souvenirs. C'est à deux que nous avons surmonté les épreuves de la vie. Ça n'a pas été facile. Je l'ai toujours soutenu lorsqu'il avait besoin de mon aide, dans ses moments de faiblesse, tout comme dans ses moments de réussite. J'ai cru en ses rêves. Je savais qu'il serait un grand homme. Aujourd'hui, il est le héros auquel j'ai cru. Et moi, je suis une héroïne. Je suis MTK Salou. Je sais, je le lis dans ses yeux. Il est fier de moi.
Vous êtes amoureux du droit? Vous aimez la justice équitable? Bien, suivez la grande édition du JT des droits humains sur nos chaînes partenaires et sur YouTube. Tapez JT des droits humains. Ce n'est pas tout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer l'icône de notification pour ne rater aucune de nos publications.